juste la synchro. Bien. Alors, dans le cas de complexité, il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière, et en particulier j'en ai entendu l'un ou l'autre qui pouvait faire référence à de la complexité dans les systèmes informatiques et ainsi de suite. Et je ne vais pas parler de ça précisément. Il y a encore des gens qui veulent rester. Oh, Je ne vais pas parler de code, je ne vais pas parler de développement directement, je vais parler d'une forme de complexité. Et d'une forme de complexité dans une relation à quelque chose. Et ça va être plus, c'est quelque chose qui s'applique à plein d'autres endroits que le code. Et en fait, nous on l'utilise énormément parce que c'est un outil d'alignement dans les algorithmes. Alors ça s'écrit cinéfin, ça se prononce comme Kevin avec la peine au milieu, c'est Knevin, c'est du gallois, et ça veut dire foyer. Et ce truc-là a été construit par Dave Snowden pour catégoriser, ça s'appelle un sense making framework. L'idée, c'est un outil pour faire sens de ce qu'on essaie de faire. Et alors je vais faire un disclaimer. Ce que je vais parler d'aujourd'hui, c'est ma compréhension d'aujourd'hui de Kevin. C'est des choses qui évoluent dans le temps. D'ailleurs, Snowden continue à faire évoluer sa compréhension de son propre framework. Et donc du coup, c'est un instantané de notre compréhension aujourd'hui de cette relation à différentes typologies. C'est petit disclaimer, c'est un instantané du meilleur de nos connaissances qu'on a à l'heure actuelle, pas dans le framework, mais dans la relation aux choses. Donc, quand je vais parler de problématique, de problème, vous pouvez transférer dans votre tête truc à faire, n'importe quoi qui est en... Donc c'est pas forcément quelque chose de dur, de pénible, de difficile, de coûteux, de n'importe quoi, c'est vraiment un truc à faire. Mais je vais utiliser le terme problème parce que c'est plus rapide que truc à faire. Et donc, ce que je vais vous inviter à regarder aujourd'hui, c'est pas la nature du truc à faire, c'est la relation qu'on a avec lui. D'accord ? C'est-à-dire, on va imaginer la maturité qu'on peut avoir vis-à-vis de ce truc à faire. Et c'est ça qu'on va catégoriser dans les différents... ça. Donc on va attaquer par le truc le plus simple, c'est la clarté. Écrire. Ça, c'est quand vous savez exactement de quoi il s'agit. Vous avez suffisamment de connaissances sur le truc à faire pour ne même plus vous poser la question du truc à faire. Le matin, vous vous levez, vous allez faire tout un tas de choses, vous laissez les chaussures, ainsi de suite. C'est clair. Vous ne posez pas la question de qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mes chaussures, ainsi de suite. Juste vous laissez vos chaussures. Vous voyez ? Vous en connaissez suffisamment pour que ça ne soit pas une problématique. Pas une problématique, c'est un truc à faire, mais c'est pas un pathos particulier. D'accord ? Ce type de relation-là, on l'a à plein d'endroits dans nos activités de tous les jours. Et ils ont des très très chouettes propriétés, dont on discutera un peu plus tard, qui sont carrément optimisables. On a vraiment une compréhension complète de ce qu'il y a derrière. Ça va ? Si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas. Si je ne suis pas clair, arrêtez-moi. Si vous voulez qu'on développe un truc que je mets de côté, dites-le moi. L'idée, c'est pas que je parle pendant 1 heure et puis que vous écoutiez, c'est qu'on navigue ensemble. D'accord ? Une autre relation, c'est la complexité. La complication. La complexité, on va verra après. Complication. La complication, c'est dès qu'il y a besoin de faire une analyse, même si elle est simple. Vous avez besoin de faire une analyse. Vous avez besoin de vous poser la question de il faut que je fasse quoi précisément ?
Ça peut être une analyse très coûteuse, ça peut être une analyse absolument pas coûteuse, mais il y a un temps qui va se produire derrière ça. La première fois que vous êtes allé dans votre nouveau boulot, vous avez une vigilance sur cette activité-là, vous allez regarder un plan, vous allez faire des choses, vous allez vérifier. 3 mois après, vous êtes dans le clair, vous y allez. Vous voyez, c'est ce passage-là, compliqué, clair. Et c'est pas la nature de le faire, c'est la relation qu'on a avec cette problématique. D'accord? La complication, en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez un modèle mental du truc à faire, du problème. Et ce modèle mental, il est pas forcément juste. On va devoir l'affiner et itérer dessus potentiellement, mais il est globalement utile. D'accord? Et donc en fait, on peut arriver à produire une première idée de ce qu'on veut faire avec ça. On a un sens a priori de ce qu'on veut obtenir. Donc on va mettre en place une première expérience, on va itérer très rapidement, on va converger, on va obtenir quelque chose. Ça signifie que dans ce domaine-là, il est possible de faire une estimation. Là ici, on fait pas d'estimation. Vous n'êtes pas en train de vous poser la question de combien de temps vous allez mettre pour faire vos lacets. Vous voyez. Faire une estimation à cet endroit-là, c'est du gaspillage pur et simple. On va faire une estimation ici parce que elle va échouer. Parce que si vous n'avez pas d'estimation qui échoue, vous perdez du temps à faire vos estimations. Une estimation n'a de valeur que parce qu'elle va échouer. D'accord? Et ouais. Je voudrais bien que tu le développes un moment. Je te donne un exemple. À Manaus, j'ai un pote qui est né là-bas, Roméo, qui est déjà venu faire une conf ici, peut-être que certains l'ont déjà vu. Il y a Manaus, c'est quasiment sur l'équateur. Le soleil se lève toujours à la même heure, se couche toute la même heure, il fera 34 degrés tous les jours et il pleut à 18 heures. D'accord? À Manaus, il n'y a pas de météo. Le concept de météo n'existe pas. Roméo a découvert la météo en arrivant en France. Il n'imagine même pas qu'on puisse discuter de la météo. D'accord? Parce que à Manaus, c'est clair, il n'y a pas même besoin d'estimer. Donc on passe pas du temps à parler de ce truc. Tu vois? C'est parce que ça va échouer, c'est parce qu'il y a besoin d'estimer qu'il y a des trucs et la valeur elle est dans l'estimation et dans la discussion qu'il y a autour. Sinon, si tu fais des estimations qui sont toujours justes, ben tu perds ton temps à faire tes estimations en fait, tu sais maintenant. Ok. C'est la confusion, je pense qu'elle vient du fait que toujours dans le dev on confond estimation et engagement. Et c'est possible, ouais. Et c'est possible, et je peux te dire que dans le dev elles sont toujours fausses. Ouais. Enfin, et donc en fait, c'est utile. L'estimation dans le dev est utile. Si elle était toujours juste, vous arrêtiez de le faire. Et c'est naturellement, on passerait pas de temps à un truc qui n'apporte plus de valeur. Et donc ça va permettre, des estimations, ça va permettre de naviguer pour atteindre l'objectif. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que, c'est pas parce que le modèle ne donne pas le résultat immédiatement qu'il est faux, c'est-à-dire qu'il va être affiné, mais que il est globalement utile dans la progression. Ça va? Ce que vous pouvez garder, c'est que ici, dans cette zone, on a du sens a priori. D'accord? Ce que veut dire? Ça veut dire que tu sais de quoi tu parles avant de faire l'action. Il y a un sens qui est... et alors, je vais reclarifier. Non seulement tu as du sens a priori, c'est-à-dire que tu penses avoir une idée, mais en plus elle se révèle bonne. C'est-à-dire que tu vas peut-être un peu itérer, ajuster, mais et t'y arrives. Tu vois, on peut toujours s'illusionner d'avoir du sens, hein, et puis de tourner en rond et faire n'importe quoi. Quand on dit du sens a priori, c'est-à-dire que ton modèle mental qui te relie à ton problème te permet d'avoir des résultats qui sont répétables. D'accord? Et tu peux avoir toujours un modèle mental. Des fois, ça fait juste de la merde. Tu vois, c'est pas le fait d'avoir un modèle qui est problématique ou pas ou qui va déterminer, c'est le fait qu'il marche. C'est plus clair? Et là, on attaque le cœur du sujet, la complexité. La complexité, il y
C'est-à-dire que là, votre premier modèle mental que vous allez poser, il n'est pas juste un peu faux, il est inutile. Enfin, vous n'obtiendrez rien derrière. Là, ici, on itère à l'intérieur d'un modèle. Là, ici, on itère les modèles eux-mêmes. C'est-à-dire que l'échec du premier modèle va nous permettre de poser un autre modèle, qui va nous permettre de poser un autre modèle, qui va nous permettre de poser un autre modèle, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à converger et arriver dans du compliqué. Mais du coup, cette zone-là, ça Ouais. concerne plus la recherche en entreprise, on a besoin d'expertise, non? Oh non. Cette zone-là, elle concerne dès que ton modèle il t'explose dans ta tête parce qu'il y a trop de paramètres. Okay. Et il y a toujours un moment donné où c'est trop de paramètres. D'accord? Un exemple concret de question de paramètres. Toute organisation a tendance à rajouter un nombre fixe de paramètres à n'importe quel problème. D'accord? Et donc des fois, tu pourrais avoir une problématique où chez toi, quand tu le règles le soir, tu serais là, et dans ta boîte, tu es là-bas. Parce que 3 services, déploiement où il faut passer blablabla, dépendance dans tous les sens, changement de direction, bla, tout ça c'est des paramètres supplémentaires dans ton modèle. Et du coup, à un moment donné, tu te retrouves à ce que toutes les personnes autour de toi et toi-même, vous n'êtes plus capable de conceptualiser le modèle, de savoir ce qui est important, ce qui n'est pas, de savoir le simplifier, ainsi de suite. Et du coup, quand vous exploitez votre modèle, bah, vous avez régulièrement des échecs. Est-ce que l'expertise, quelqu'un qui est longtemps dans la compagnie, te permet justement de passer, d'éviter la phase complexité dans certains cas? Alors, je pense qu'il y a des architectes ou des gens comme ça, il y a une grosse compétence métier ou une grosse compétence, ouais. Une grosse seniorité dans la compagnie. Oui, tu peux avoir des trucs, mais c'est pas aussi simple que ça. Il va y avoir plusieurs choses qui vont se mélanger dedans. On a parlé de faire les lacets tout à l'heure. J'imagine que vous savez tous faire vos lacets. C'est assez clair. Pour ceux qui ont essayé de prendre à un enfant de faire ses lacets, lui, il est dans la complexité. D'accord? Le fait que vous soyez dans la clarté va un peu l'aider, et pas toujours. Parce que le fait que vous soyez dans la clarté ne signifie pas que vous avez la compétence ou la clarté de comment expliquer à quelqu'un qui est dans la complexité de revenir dans la clarté. D'accord? Et du coup, maintenant, il y a plein de choses qui viennent se mélanger. Tu vois? Il y a ton propre positionnement, il y a le positionnement de tes collègues, le positionnement de l'organisation, où est-ce qu'ils sont, et est-ce que dans cette configuration-là, toi, tu as de la clarté pour améliorer la situation ou pas? Et des fois, c'est complexe de faire passer quelqu'un de complexe à clair. Et puis il y a des fois où ça a été tellement fait, par exemple, si vous voulez construire un mur en briques, vous allez sur YouTube, vous allez regarder une best practice, et vous pouvez être dans la complexité, mais il se trouve que dans le marché, à l'extérieur de chez nous, il y a des gens qui ont de la clarté de comment expliquer faire des murs en briques. Et du coup, ils ont été capables de produire une vidéo en expliquant correctement le truc qui fait que quelqu'un qui est dans le complexe va arriver dans du compliqué. Tu vois? Merci. La complexité, on n'a plus de sens a priori, et donc le seul sens qu'on peut avoir, c'est a posteriori. On peut faire une action et bilanter ce qu'on vient de faire et mettre à jour ses modèles. D'accord? Et c'est le sens qu'on a. Donc du coup, quand on est dans la complexité, le cœur du truc, c'est quoi? La méthode. C'est le feedback, l'action. C'est l'action. L'action elle-même. C'est l'action pour augmenter le moment où on va rétrospecter. Puisque la seule chose que vous pouvez faire efficacement, c'est rétrospecter, il faut rétrospecter plus souvent. Donc il faut faire plus d'actions petites, pas trop réfléchir, pas ne pas réfléchir, pour être très fréquemment à se retourner et se dire ah ok, on fait un truc, ah ok, et ainsi de suite. D'accord? Chose qu'on n'a pas besoin de faire exactement ici. Là ici on perdrait du temps à le faire, parce qu'on a du sens a priori. Vous voyez le truc? Ça ne signifie pas que réfléchir n'a pas d'utilité, mais vous ne formulerez pas votre modèle mental, vous ne l'affinerez pas si vous n'agissez pas. C'est a posteriori que vous affinez votre truc. D'accord? Et donc là, vous devez avoir un biais à l'action.
et accepter que votre modèle mental, vous allez le jeter. D'accord. Une question sur les certitudes. Attends, voilà. Ici, on a du chaos. Alors le chaos, il est assez simple, il n'y a pas de sens a priori ni a posteriori. C'est-à-dire que vous n'avez pas les capacités ni à avoir du sens au début ni à rétrospecter. Le chaos, tel que est décrit dans le framework, il n'est pas stable, il va toujours se résoudre quelque part. D'accord. Pour imaginer ce que ça peut être le chaos, vous pouvez imaginer des situations de crise. Alors, toute situation de crise est souvent du chaos. Le chaos n'est pas que des situations de crise, d'accord. Mais si vous avez un incendie, par exemple, pendant la crise, vous allez agir et un exemple, par exemple, vous êtes dans un bâtiment, dans un étage, et vous avez la possibilité d'aller issue de secours nord-sud. Vous faites un choix, vous allez celui de sud, vous sortez, vous êtes vivant. Qu'est-ce que ça vous a appris sur le choix des escaliers en plein incendie? On revient un peu sur l'histoire d'estimation. Là, on n'a plus le temps, enfin on n'a pas le temps d'estimer. On ne fait pas d'estimation dans cette partie. Si, on fait des estimations. Donc on se projette quand même, alors, même dans le chaos, on essaie de se projeter et prendre la meilleure décision. Oui, on fait une estimation, on ne va pas passer beaucoup de temps. On n'a pas besoin de faire une analyse, mais l'estimation n'est pas forcément une analyse. L'estimation elle est importante en développement. Je vais faire une parenthèse sur l'estimation dans le cadre du dev. Parce qu'il y a quelques devs dans la salle. Et il y a quelques devs qui n'aiment pas faire d'estimation. C'est pas un pléonasme, ça? Je me demandais si c'était pas un pléonasme. Il y en a qui aiment ça. Ouais. En fait, dans la plupart du temps, dans les activités de développement, je vais y aller à la grosse maille, et c'est un peu faux. Enfin, plein de gens pourraient être en désaccord avec ce que j'ai dit, c'est juste une caricature, d'accord? Donc prenez-le comme une caricature. La plupart des activités du dev sont parties. Pas toujours, mais beaucoup. Pour une raison assez simple, le métier du dev est un des rares métiers qui maximise l'entropie dans nos existences. D'accord? Parce que quand on arrive à avoir des choses ici ou ici, un développeur, qu'est-ce qu'il fait? Il automatise. Et donc tout ce qui est passé dans le clair c'est automatisé et on le dégage de nos existences. Et donc qu'est-ce qui reste? Ces trucs-là, quoi. Et donc on passe notre vie à gérer ces trucs-là parce que le reste c'est automatisé et on les véhicule. D'accord? Donc nous, en tant qu'activité de dev, notre métier, c'est de maximiser l'entropie, c'est de maximiser le fait qu'on va toujours jouer dans des zones qui sont pas faites, pas encore automatisées, et ainsi de suite. Et tous les problèmes simples ont déjà été résolus. D'accord? Maintenant, il ne reste que des problèmes de plus en plus complexes et merdiques à gérer. Donc en fait, on est souvent dans ces endroits-là. D'accord? Et du coup, on a besoin de rétrospecter, on a besoin de faire des petits pas, de se retourner et d'apprendre. Parce que tout ce truc-là, que je parle d'affinage de votre modèle mental et ainsi de suite, c'est rien d'autre que de l'apprentissage. Ça va? Pourquoi est-ce que l'estimation est une optimisation de l'apprentissage? C'est parce que quand tu fais une prédiction, que tu fais une action et que tu observes ta prédiction derrière, le décalage de ta prédiction permet de te poser des questions. Il y a une action délibérée dans l'apprentissage. La répétition n'est pas de l'apprentissage. Vous brossez les dents tous les jours, je ne suis pas sûr que vous soyez pas assez en expertise de brossage de dents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous le faites tous les jours que vous avez acquis une compétence incroyable dans la pratique. Pour acquérir une compétence incroyable dans la pratique, il faut un retour sur sa propre pratique. Il faut formuler des hypothèses, faire une expérience, regarder la divergence par rapport à ce qu'on pensait, comprendre, essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé et en tenir compte pour affiner notre modèle mental pour pouvoir faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'estimation, c'est le moteur de votre apprentissage. Si vous ne faites pas d'estimation, vous allez répéter, vous allez devenir des grands experts de répétition et vous allez
coder comme vous brossez vos dents. Vous voyez, vous n'allez pas acquérir de l'expertise. On était dans le chaos, je crois. Ouais. Le chaos, en fait, il faut juste agir et puis espérer que ça se résolve bien. C'est pas forcément mauvais, hein, fondamentalement, ça peut être cool, ça peut être pas cool, mais c'est pas mauvais. Il y a un dernier truc dans le modèle qui est au milieu ici, qui s'appelle la confusion. Alors pour lui, pour le coup, lui, il est toujours mauvais. La confusion, c'est quand vous ne savez pas où vous êtes. Soit vous, soit votre groupe, soit l'organisation, soit le truc, vous ne savez pas où vous êtes. Et alors, il y a deux types de confusion. Il y a une confusion où vous êtes conscient que vous ne savez pas où vous êtes. Et il y a une confusion où vous avez l'illusion d'être quelque part et vous n'êtes pas à cet endroit-là. Et vous déployez des méthodes qui vont vous apporter de la souffrance en permanence sans avoir compréhension de ce qui est en train de vous arriver. D'accord ? En particulier, il est probable que beaucoup d'organisations soient là, essayent de mettre des méthodes qui viennent de là et de là, que ça ne marche pas, que ça génère la souffrance à tout le monde, sans que personne ne comprenne exactement ce qui est en train de se passer. Ça n'arrive jamais, ça. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans la complication et la clarté, on est dans un univers qui est prédictible. Ça va être un peu faux, mais globalement c'est prédictible. Vous voyez, quand on a la complexité, ce n'est pas prédictible. Vous ne pouvez plus dire on aura fini dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois. Ce n'est plus possible de dire ça. On va vous le demander, vous allez pipoter les gens. Je suis sûr que vous pipotez les gens. On pipote tous les personnes quand on demande à faire des estimations et de dire à peu près quand on sera. On le fait tous. Vous savez que vous le faites. Vous êtes mal à l'aise de le faire. L'organisation est contente que vous le fassiez. D'accord ? mais on est en train de jouer style si on était là, alors qu'on est là. Vous voyez le truc ? Et donc en fait, l'idée c'est que, à tout du moins, en tout cas maintenant pour vous, vous pouvez avoir conscience que si ce truc dysfonctionne, c'est parce que vous êtes probablement dans votre groupe, votre équipe ou tout seul dans de la confusion. D'accord ? Et vous pouvez maintenant vous poser des questions, voir, discuter avec les gens et essayer d'avoir d'autres approches que d'essayer sans cesse d'utiliser le même type d'approche pour des trucs qui ne marchent pas. Il y a un truc, cette appétence à la prédictibilité, en fait on l'a tous, même quand on a conscience de la complexité, du fait que c'est pas prédictible, ainsi de suite, on l'a tous, et les organisations l'ont tous. Toutes vos structures dans lesquelles vous bossez, vos clients, tout le monde veut entendre que c'est prédictible. Et du coup, il y a quelqu'un qui va devoir faire l'adaptation. Il y a toujours quelqu'un qui va faire l'adaptation, qui va enfumer, ou qui va faire quelque chose. D'accord ? Consciemment ou inconsciemment. Il y aura un truc à faire à ce moment-là. La prédictibilité, elle est... j'imagine que vous pouvez la ressentir pour vous-même si vous avez des travaux à faire dans votre maison et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui regarde les trucs et qui dit « Ah ouais mec, ouais ça a l'air sympa ton truc, je peux le faire. » On verra. Je vais bosser et on verra quand c'est livré. Je ne peux pas m'engager. Vous sentez la petite tension quand vous allez devoir le payer tous les jours, de savoir est-ce qu'on y est bientôt, pas bientôt, et ainsi de suite, et vous dites non t'inquiète, on avance. Vous voyez, et en fait, il y a ce type de problématique qu'on a dans les organisations, parce qu'en fait, les gens, ils aimeraient avoir ce niveau d'information, même si c'est pas possible. Et vous aussi, vous avez envie d'avoir ce niveau d'information, même si c'est pas possible. Oui. Est-ce que tous les problèmes sont pas prédictibles ? Dans le sens, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes, des frameworks qui permettent d'adresser toute forme de complexité pour établir une prédiction pas trop dégueu ?
C'est la deuxième question qu'il faut se poser avec ça. Est-ce que cette framework-là, on va plus de temps que de résoudre la tâche elle-même? Il y a un moment, non, mais il y a un moment, je pense, de complexité où au final, une fois que tu as fait ça, tu as déjà résolu le problème et c'est la seule manière d'arriver à une solution. En fait, dans cette histoire-là, il faut voir un truc. C'est une excellente transition pour un des points que je voulais parler, qui est le réductionnisme cartésien. C'est pas le cartésianisme de Descartes, c'est le réductionnisme cartésien. Descartes, lui, il pose un truc qui dit une méthode qu'on appelle la méthode analytique. L'analyse, d'accord? Une méthode analytique qui dit globalement diviser pour régner, quoi. C'est-à-dire on prend un problème, on le découpe en petits morceaux, plap, 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 on résout les petits morceaux ensemble et on reconstruit et on a réglé le problème. D'accord? Ouais, on peut faire ce genre de choses. Quand on est, par exemple, quand tu as une voiture et que tu la démontes dans toutes ces pièces, que tu mets sur une table, que tu prends toutes les pièces, que tu la répares, que tu la peaufines, ainsi de suite, que tu remontes, tu as une voiture réparée. Si tu prends un être humain, que tu démontes toutes ces pièces, que tu mets sur une table, que tu répares les pièces, que tu remontes, tu as tué un être humain. D'accord? Parce que d'un côté, tu as quelque chose qui est mécanique, qui est séparable, où les constituants sont les constituants de ton objet, il n'y a pas d'interrelation directe. Quand tu es organique, les relations sont tout aussi importantes que les constituants. Et donc quand tu vas les casser, eh ben, tu as tué le système. D'accord? Et du coup, dans la partie organique, tu rentres dans des questions de la complexité. D'accord? Et tes méthodes que tu as apprises pour le côté mécanique ne s'appliqueront pas à cet endroit-là. Mais ce qui va se passer, c'est que dans ta tête, il y a une petite voix qui te dit « Non, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de découper. » Et quand on a trouvé le bon moyen de découper, on pourra faire ce truc. D'accord? Globalement, on est des ingénieurs. Et du coup, c'est juste qu'on n'a pas encore assez de connaissances pour ce truc-là. D'accord? Et donc, il y a cette petite voix qui est derrière et qui vous ment. Ça, c'est la voie de la complexité, quelque part, parce que là, on va être obligé d'expérimenter. Oui, mais c'est pas parce que, en fait, il y a des trucs qui seront toujours de cette nature-là. Ça signifie pas attention, hein. C'est pas parce que c'est complexe, on dit bon, bah c'est complexe, les gars, mangez-nous et terminé. Non, c'est pas ça l'idée. Hein. On va faire des choses avec la complexité. On a d'autres méthodes, justement, formuler des hypothèses, avancer, rétrospecter, flinguer nos modèles, remettre des modèles et avancer comme ça. C'est ça la méta-méthode, d'accord? Mais tu ne sais pas quand tu sors. Tu peux pas dire je vais flinguer mes modèles, il y en aura 3, 4, 10, ça me met en deux. Tu ne sais pas quand tu sors. Il y a un moment donné, tu constates, ah c'est bon, je suis dehors. Une sorte de raisonnement intuitif. Tu vas itérer tes modèles. Il y a des endroits où on n'a pas accès à itérer ce modèle sur la politique à l'échelle d'une ville, d'une nation. On ne peut pas faire 36 expériences pour voir laquelle marche. On peut que faire des trucs, observer des résultats, et parfois on n'est pas sûr si c'est ce qu'on a fait qui a produit le résultat. Donc parfois on n'a pas accès à justement avoir un modèle et être sûr que. Ouais. Tout à fait. Descartes n'est pas un problème, c'est le réductionnisme cartésien. C'est-à-dire c'est l'idée de vouloir prendre les approches de Descartes et de vouloir les mettre partout. D'accord? Ça ne marche pas. Et en fait, il y a vraiment le côté analytique, il va vous aider ici et il va vous perdre là. Vous ne sortirez pas avec le côté analytique là-dedans. Pour être plus précis, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, dans le côté organique, on est dans ce qu'on appelle de la systémie, c'est-à-dire on est dans des effets qui causent des effets. D'accord? Et du coup, on n'a pas de route cause. On n'a pas de causalité initiale. Dans le lean, je ne sais pas si les 5 why vous connaissez, on va chercher la route cause pour essayer de régler le problème et puis après on règle le problème. Et, vous voyez, ça c'est super quand on est là. Si vous êtes là et que vous cherchez les 5 why, vous allez tourner en rond parce qu'en fait les effets causent des effets, causent des effets, causent des effets, vous allez remonter les effets, vous allez tourner en rond. Vous avez l'intuition ou vous avez un exemple? C'est ce qui permet de dire que les rivières sont causées par la pluie ou que la pluie cause des rivières.
Donc le réductionnisme cartésien, enfin, le cartésianisme n'est pas problématique, c'est quand on veut l'appliquer partout. D'accord. Et donc du coup, globalement, là, j'ai fait le tour de Kinéline et de l'idée. En fait, ce que j'ai comme intention avec ça, c'est d'aider à soulever, de mettre un nom sur une souffrance que vous rencontrez tous les jours dans vos métiers, qui est la souffrance de la confusion entre ces deux parties-là. D'accord ? C'est-à-dire que vous la vivez tous les jours, maintenant vous pouvez mettre un nom, et vous pouvez avoir un début de compréhension de qu'est-ce qui cause votre souffrance. Tu peux expliquer dans les termes du justement. Confusion ? La confusion, tu as deux types de confusion. La confusion la moins coûteuse, c'est quand je dis je ne sais pas où je suis. J'ai conscience que je ne sais pas où je suis. D'accord ? Ou on ne sait pas où on est en groupe. D'accord ? Et du coup, on va discuter entre nous et on va se dire tiens, on est peut-être ici, on va essayer de voir et si on a des résultats qui sont opérants, on va se dire ok, on était vraiment là. Et j'ai l'impression que du coup, quand on sait qu'on est confus, on va assez facilement retomber dans la complexité et à partir de là, c'est probable. En tout cas, c'est des choses qui sont probables. Dans tous les cas, le fait d'être confus n'est pas agréable, va causer de la souffrance. D'accord ? C'est une souffrance qui est consciente, dont on sait d'où elle vient et qui peut être, dont on peut en sortir. D'accord ? La confusion qui fait très mal, c'est la confusion de je pense que je suis dans le clair ou le compliqué, alors qu'en fait je suis dans le complexe. Ou le groupe est dans le complexe, ainsi de suite. Vous voyez ? Et là, ici, ça va être une souffrance permanente parce qu'on n'arrive pas à faire sens de ce qui est en train de nous arriver. Et donc c'est une confusion qui coûte très 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 cher en termes de souffrance et en termes de coûts pour les organisations. D'accord. Et donc ce que je dis, c'est que vous parlez de ça, et donc de mettre des mots sur des types de souffrances que vous pouvez rencontrer professionnellement, permet de vous donner conscience de ce type de souffrance, de pouvoir mettre un mot sur le type de souffrance, de pouvoir commencer à comprendre et de vous faire passer d'une souffrance inconsciente à une souffrance consciente. cool. Ouais, mais au moins, quand tu es conscient, tu peux mettre des mots dessus et travailler dessus. Oui, je vous fais une petite parenthèse sur ce qu'on appelle la violence herméneutique. Peut-être que des gens ont déjà entendu parler de ça. C'est quand vous souffrez d'un truc sur lequel vous n'avez pas de concept pour parler, vous avez très vite l'association d'être idiot ou incompétent. Si je prends un gaucher à l'époque où le concept de gaucher n'existe pas, il est juste maladroit. Quand on prend un dyslexique, quand la dyslexie n'existe pas et ce concept n'existe pas, c'est juste un idiot. Vous voyez ? C'est un idiot pour les autres, c'est un idiot pour lui. Moi, je connais plein de personnes qui sont dans une souffrance dans des grandes organisations parce que leurs estimations leur échappent en permanence et qui finissent par se dire qu'ils sont vraiment très très mauvais. Alors que de toute façon, ils ne peuvent pas. Vous voyez ? Et donc cette souffrance que le système va leur infliger et qu'elle-même s'inflige à elle-même, vous voyez, n'est pas utile pour le système et va produire de la tristesse partout, et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc le simple fait d'avoir ce concept-là permet déjà juste de dire ah non, attends, c'est pas moi qui suis incompétent, c'est pas moi qui suis à la ramasse. Le système me demande à faire des trucs prédictibles, compliqués, et ainsi de suite. C'est pas possible. Et maintenant, je peux décider de les enfumer avec plaisir. Vous voyez ? C'est plus la même chose. Et ça me met plus moi en risque dans ma propre compétence et de savoir ce que je vais faire. Ça a plus de sens. Oui. Voilà, c'est ça la violence herméneutique. Ouais. Vas-y, pose des questions. Du coup, l'organisation doit tendre vers quoi ? Non. Ah, merci. Il n'y a pas de. En fait, on peut vivre tout le temps ici. Je veux dire, il y a des boîtes qui se spécialisent pour être là. Ok. D'accord ? Il y a des boîtes qui se spécialisent pour être là. Il n'y a pas de bon endroit. D'accord ? Si vous prenez. Pardon. Oui, la confusion. Merci. La confusion. Non. Ils sont là quand même dans la confusion. Il y en a beaucoup qui se sont spécialisés par la confusion, mais c'est pas du tout l'idée. C'est très accidentel. C'est pas stable. C'est charlatan.
Renault, c'est une grosse industrie qui délivre des voitures et leur objectif, c'est des économies d'échelle massives dans la construction des voitures. D'accord ? Donc en fait, eux, ils maximisent leur zone ici, quoi. C'est-à-dire que tout le travail sur une chaîne de fabrication, il est ultra clair. Le travail pour obtenir une chaîne de fabrication n'est pas clair. Mais la chaîne de fabrication, le travail de la chaîne de fabrication, il est ultra clair. Et il était ultra clair parce que c'est comme ça qu'on arrive à mettre en place tout un tas de techniques de lean, de l'optimisation, et ainsi de suite. D'accord ? Donc en fait, ils ont un intérêt à être là. Quand on prend 3M, par exemple, ça vous parle ? Post-it, machin, ainsi de suite. Bah, eux, ils font de l'innovation en permanence. En fait, eux, ils maximisent le temps ici, quoi. Les économies d'échelle, ils s'en foutent. Et donc, ils s'organisent pour travailler ici. Et nous, en informatique, on a plutôt intérêt à... Puisque je disais qu'on était maximiseurs d'entropie, on a plutôt intérêt à s'organiser pour savoir vivre à ces endroits-là. D'accord ? Mais c'est pas quelque chose de bien ou de pas bien. Ça n'a rien à voir. C'est une nature d'une relation. D'accord ? T'es dubitatif. Oui, ça dépend du secteur de marché, je pense. Ouais, c'est possible. C'est quelqu'un qui a un fric qui vend des WordPress à longueur de journée, il a intérêt à être dans le truc comme Renault, Ouais. en mode Ouais. streamliner la production du truc, optimiser. Et... Optimiser, voilà. Automatiser. C'est dans un segment. Oui, c'est ça. C'est pas l'informatique. Et une fois qu'il est automatisé, les problèmes qu'il va régler. Sa complexité, elle est dans le marketing, elle est dans d'autres domaines en fait. Genre dans 3M, tu as plusieurs domaines aussi. Le domaine de l'innovation et tu as le domaine qui rapporte des sous. Tout à fait. C'est des approximations que je donne, mais c'était pour bien montrer les types de différences. Donc non, il n'y a pas de, c'est pas bien ou pas bien d'être à tel endroit. C'est juste la conscience de je suis à tel endroit, je veux être à tel endroit parce que mon objectif c'est d'optimiser le delivery ou des trucs comme ça. De l'autre côté, j'ai des problèmes. Enfin voilà, c'est plus de savoir où est-ce que je suis et s'organiser en fonction de là où j'ai mes relations à mes problématiques. C'est le cas aussi pour le chaos. Le chaos n'est pas stable. Il ne restera pas stable. Des événementiels, je sais pas, j'essaie de trouver un exemple. Un exemple, l'organisation qui fait du chaos. Non, c'est pas stable, c'est pas possible. Ben, start-up. T'as pas ton produit market fit, t'as pas ton marché, tu sais pas ce que tu fais. Ouais, c'est pas du chaos, tu peux rétrospecter. Ah ouais ? Tu peux rétrospecter. Tu peux faire des actions rétrospectives. Bah, peut-être localement alors t'es en chaos parce que tu peux avoir des moments de chaos, toujours. Oui, c'est toujours possible d'avoir des moments de chaos. Et du coup, ce qui va se passer quand tu fais une réorg, tu fais une réorg et tu vas créer des moments de chaos dans une organisation, mais c'est pas stable. Ça va se résoudre, ça va stabiliser. Et du coup, tu vas te stabiliser dans la complexité, la complication, la clarté ou la confusion. Donc c'est un état transient, en fait. C'est ça, c'est un état transitoire. Sauf peut-être pour les politiques. Pardon ? Sauf peut-être pour les politiques, du coup. Je suis pas sûr non plus. Je cherche le chaos. Ouais, il y a des. Je vais ouvrir un petit truc, il y a des notions de ça qui sont des notions reliées à du temps. C'est-à-dire, si on prend par exemple à l'extrême, si on prend un accident de voiture, ça va se passer d'une manière très fugace. Et du coup, votre capacité de réflexion, d'action, de dérouler un modèle, que ce soit, il est que dalle. Et à la fin, vous allez être quelque part dans le système. Et ça va être très compliqué même de rétrospecter, de dire qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois pour gérer le moment où je suis en l'air ou des trucs comme ça. Vous voyez, ça va être un peu compliqué cette histoire. Ouais. Maintenant, si on passe en Matrix Time, vous voyez, et que l'accident se déroule au ralenti, là maintenant c'est une autre histoire. Vous allez pouvoir appliquer d'autres techniques. Et le fait d'avoir une réduction du temps va vous faire augmenter, ça va rajouter des paramètres dans votre modèle et donc vous faire passer du clair à du compliqué, du complexe ou du chaos. D'accord ? Et cette réduction du temps, tu peux l'obtenir en pratiquant sur de la complication et de la clarté. Genre, tu vas, je sais pas moi, tu vas faire t'entraîner en self-défense pour que quand ça arrive, tu sois prêt et du coup tu as des réflexes. Tout à fait. Mais des choses tout bêtes, on parlait de faire ses lacets et que c'est assez facile. C'est vrai, c'est assez facile dans les situations normales. Dans des situations de stress, ça peut devenir un peu plus compliqué. Avec les mains gelées, c'est encore plus compliqué, et ainsi de suite. Vous voyez ? Et du coup, il y a des moments donnés où le truc qui était on se préoccupe pas
d'un seul coup va va passer du clair à compliqué, et vous allez commencer à être très attentif à vos mouvements parce que vous avez vos mains qui partent dans tous les sens, vous voyez. Et donc en fait, il y a ce type de questions qui va participer à augmenter la quantité de paramètres dans vos modèles et de vous faire passer d'un domaine à l'autre. Et le temps est un truc qui a tendance à facilement rajouter des paramètres et de vous faire passer dans un modèle à l'autre. Réaliser une fonctionnalité en dev, ça peut être assez clair, sauf si c'est pour ce soir. Et donc du coup, de la pression temporelle, en général, va avoir des effets sur le système qui sont souvent délétères. La pression opérationnelle est un gros facteur de risque qu'on rajoute dans un système et ça peut aller jusqu'à tuer des gens. D'accord ? Et chez nous, la pression opérationnelle génère des défauts, à minima de la décrépitude de code et du stress chez les gens. Je crois que j'ai fait le tour. Ah si, je voulais vous parler d'un dernier truc. On a fait un tout petit abord autour de ça. On a dit que les 5 why étaient très adaptés pour ça et qu'ils n'étaient pas adaptés pour ça. D'accord. Et du coup, je vais vous faire une petite parenthèse qui mériterait probablement 1 ou 2 jours de travail. En fonction de l'endroit où on va être, notre interaction humaine et le langage qu'on va utiliser va plus être le même. Et c'est l'idée d'utiliser d'autres formes de langage pour supporter le type d'endroit où on est. Quand on est dans du clair et du compliqué, poser des questions de pourquoi est efficace. Quand on est dans le complexe, le pourquoi ne marche pas. En fait, dans du compliqué, on peut avoir un vocabulaire, des interactions humaines qui ont tendance à vouloir creuser le problème. C'est analytique. D'accord. Et si vous faites ça dans du complexe, vous allez vous perdre parce que votre problème est increusable. Et du coup, la technique qu'on utilise à ces endroits-là, c'est de passer par l'extérieur et de se poser plutôt des questions de qu'est-ce qu'on voudrait avoir à la place de trucs qu'on ne peut pas creuser. Et donc c'est tout un tas de techniques et de conversations qui ont changé, qui sont des techniques du type solution focus, où on va poser des questions par exemple, à la place de ça, qu'est-ce que tu voudrais avoir, ou qu'est-ce que tu verrais de différent si ton problème n'était plus là. Et donc tu vas commencer à travailler dans des interactions, à détourer ce qu'on veut, pour augmenter le niveau de clarté qu'on peut avoir avec ce qu'on veut. Et à ces endroits-là, détourer la solution est plus facile que de détourer le problème. Et tout en détourant la solution, en fait, on parle du problème en creux. D'accord ? Donc ça demande de l'entraînement et d'arriver à comprendre. Je vais juste donner Solution Focus comme mot-clé parce que ça vous permettra de googler des choses dessus. Ce sont des techniques d'interaction qui sont très utilisées en thérapie et qui sont utilisées en thérapie pas pour rien, parce que la thérapie est... Et donc ce sont des techniques interactionnelles. Donc je voulais vous mettre je voulais vous indexer ce point-là aussi. C'est la forme de langage qu'on va avoir en fonction de l'endroit où on a imaginé qu'on était, a toutes les chances de changer. En tout cas, il y a un gros bénéfice à la changer et à avoir d'autres types de questions, d'interactions. D'accord ? C'est très 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 important pour les managers. Je sais qu'il y avait des gens qui faisaient de l'engineering manager tout à l'heure. Ouais. Quand il y a un bug qui se produit ou n'importe quoi, poser des questions de pourquoi va avoir des discussions assez tristes. Vous voyez ce qui se passe à ce moment-là ? Oui, la recherche coupable. Il y a cette supposition-là, et puis surtout, la relation au pourquoi va provoquer des excuses, et ça va être agaçant pour tout le monde. Quand il y a un bug, la question de qu'est-ce que tu as appris a plus d'utilité. Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent la prochaine fois a plus d'utilité. Et
et va avoir tout un tas de présupposés positifs dans la relation qu'un pourquoi. D'accord. En particulier un présupposé de compétence. Alors que le pourquoi, il ne fait pas forcément un présupposé de compétence. C'est n'importe quelle arbre de poser des questions. Ça, c'est même pas dans les five whys ou n'importe quelle situation. C'est une pratique générale, ça, non? Alors, pourquoi tu es là plutôt? Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est pas la même chose, quoi. Ouais. Alors, c'est pas juste dans la forme sémantique. Il y a des questions d'intentionnalité, de comment ça sonne. Parce que qu'est-ce qui fait que tu es en retard? Par exemple, c'est un pourquoi. Ouais. Tu vois, c'est ça. J'ai pas utilisé le mot pourquoi, mais l'intention est très claire. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Du coup, c'est vraiment des questions d'intentionnalité. C'est-à-dire que si tu es en recherche de causalité à cet endroit-là, tu vas te perdre. Parce qu'il n'y a pas de causalité, tu as des effets qui causent des effets. D'accord? En revanche, quand tu cherches des chaînes de causalité parce que tu as assez détouré le modèle pour avoir une compréhension des chaînes de causalité, alors du coup, oui, c'est utile de poser des pourquoi. C'était la parenthèse sur les formes de langage dans ces zones-là et dans ces zones-là. Est-ce que... Ouais, vas-y. Tu disais tout à l'heure que ça permettait d'aligner les organisations. Ouais. Du coup, je suis pas sûr d'avoir bien saisi. Comment t'as pas saisi comment? Quand vous êtes face à une problématique, il y a des questions intéressantes à se poser de moi, où est-ce que je pense être? Où est-ce que je pense que le groupe est? Et de partager ça avec les membres du groupe, qu'on s'observe faire ce genre de choses et qu'on se dise ah ok, on est plutôt là, mais il y a quelqu'un qui est là par exemple, et du coup qu'est-ce qu'on fait avec ça? Plutôt que d'être dans l'inconscience d'eux, on a mis conscience et ça permet d'aligner à tout du moins sur la manière dont on va régler et approcher la difficulté. Est-ce qu'il faut faire de l'analyse? Est-ce qu'il faut choisir une best practice? Est-ce qu'il faut faire une action rapide et rétrospectée? Tu vois, on va créer un alignement sur la manière dont on va agir vis-à-vis de notre problématique. C'est plus clair? Ouais. Okay. Juste pour rester sur ce sujet, si on applique ça au dev, la preuve de concept, c'est applicable aux trucs complexes, du coup plus qu'aux trucs compliqués. Vraiment on crache un truc qui va nous donner un résultat qui va dérisquer, qui va tout ça, est-ce que c'est plus applique là ou est-ce que ça peut être aussi pour la complication? Tu peux le faire pour la complication. La différence dans l'un et l'autre, c'est que dans la complication, tu vas faire ce truc-là, tu vas arriver vaguement à un machin et tu vas itérer et tu arriveras à ta cible. De l'autre côté, tu vas le faire, ça t'a appris quelque chose et probablement tu vas le jeter. Dans la complication, tu as quand même une vague idée de là où tu vas. C'est ça. C'est juste, tu l'as pas formalisé, c'est juste. Ouais. En fait, tu vois le bout du chemin. Ton modèle mental est utile. Dans la complexité, ton modèle mental n'est pas utile. Enfin, il n'est pas utile. Tu vas le jeter. Du coup, ça rejoint un peu ta question, je pense, en tout cas, dans un environnement d'innovation, pas dans des objectifs d'innovation. On va chercher à avoir une équipe qui soit performante dans une organisation qui se caractérise par de la complexité. Les logiques commerciales que t'impose la société aujourd'hui, la vente de biens ou de services, t'oblige à rapatrier certaines de tes innovations dans un environnement du process, dans lequel tu as du process et de la logique. Tout le temps. Tout le monde veut du compliqué ou du clair. Tout le monde. C'est la logique commerciale qui veut ça. Non, c'est pas que la logique commerciale. C'est que on kiffe le prédictible. Et le commerce sur du non prédictible, tu es à la fois obligé d'avoir une équipe, ton organisation qui gère bien la complexité, mais aussi le compliqué ou le clair. On ne peut pas avoir juste une organisation qui s'épanouit dans la complexité. Ouais, alors la plupart du temps, on est tous éduqués pour gérer le clair et le compliqué. On est très peu équipés pour la complexité. D'accord ? Donc cette transition. En particulier sur les ingénieurs, eux, tout ce qu'ils ont appris pendant les écoles d'ingénieurs, c'est pour gérer du compliqué et du clair. Et c'est très beau, hein. Je veux dire, toutes les méthodes d'optimisation, de recherche, tous ces trucs-là, c'est très très élégant.
quand on est face à un problème mécanique, on peut s'éclater. Tu vois, il se trouve que ça ne marche pas dans la complexité, mais quand c'est mécanique, c'est beau. C'est pour ça que je dis pas, il n'y en a pas un où c'est pas valorisable ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le propos. C'est juste que avoir conscience du type de relation qu'on peut avoir et d'y dérouler les méthodes adaptées évitera la souffrance de la confusion. Ouais, en fait, je pense que dans une organisation, tout le monde est à un niveau différent du défi, en fait. C'est-à-dire que moi, je fais ça, c'est ça, mais ça, je pense que c'est ça. Une organisation n'est pas dans le compliqué, une organisation n'est pas dans le complexe. C'est différentes équipes dans différents stades de leur demande, de ce qu'ils ont à faire, sont dans différents et ça varie tout le temps. En fait. Oui. Et en fait, il y a un truc aussi qu'il faut voir, c'est que, parce qu'il y a des questions autour du sens ou de la compréhension. Je veux dire, quand on prend encore un enfant qui essaie d'apprendre à lasser ses chaussures, en fait, tout le monde a une clarté de ce qu'on veut obtenir, quoi. Lui, il n'a pas une clarté de ce sens-là. Tu vois. Et en fait, vous voyez, dans ce truc-là, il y a vraiment des choses qui sont très décorrélées. La clarté peut être très, 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 très chiante et très coûteuse. Si par exemple, on devait nettoyer tout le bâtiment avec une brosse à dents, on est dans la clarté. Mais qu'est-ce que ça va être chiant? Vous voyez? Et à l'inverse, il peut y avoir des trucs d'analyse qui sont pas coûteuses du tout et qui vont... Ça va être tranquille, quoi. Donc, c'est pas forcément corrélé du coup à de l'effort ou à ce genre de choses. Et on peut avoir de la clarté de ce qu'on veut obtenir et être dans la complexité pour l'obtenir. C'est quand il y a quelqu'un qui n'a jamais fait un mur en briques et qui veut construire un mur en briques, il sait qu'il veut un mur en briques, mais il n'a pas il est dans la complexité pour l'obtenir. Et donc son modèle mental pour l'obtenir, c'est lui qui n'a pas de sens a priori. D'accord? Est-ce que ce serait, vas-y. Est-ce que ce serait une caractérisation correcte de dire, en fait, la complication, ce que j'ai besoin, c'est une conversation, et dans la complexité, ce que j'ai besoin, c'est d'expérimentation. Dans la complication, tu auras aussi besoin d'expérimenter des trucs, tu auras besoin de discuter, et de l'autre côté... Il y en a un qui est quand même plus biaisé vers l'action, par exemple. Tu as intérêt à agir assez rapidement parce que tu veux rétrospecter plus souvent. Ouais. Tu vois? Donc en fait, tu dois te mettre en situation de rétrospective. La vraie différence pour moi, c'est vraiment des questions de modèles mentaux. C'est est-ce que mon modèle que j'ai dans ma tête, on modélise tout. Même le chaos, on essaie de le modéliser, ça marche pas, mais on essaie toujours de modéliser. La question n'est pas de savoir si on a des modèles, on en fait tout le temps. La question de savoir c'est s'il marche. D'accord. Et en fait, la différence entre les trois, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire, j'ai un modèle et il délivre un truc, quoi. Et du coup, dans la clarté, j'ai un modèle, je l'utilise et il déroule. Enfin, j'ai aucune surprise. Dans la complication, je vais avoir un peu de surprise et je vais affiner mon modèle. Dans la complexité, je vais jeter mon modèle. Vous voyez, c'est vraiment des questions du modèle mental qu'on a et de savoir s'il est opérant dans ce qu'on veut faire. Un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est quand tu parlais des gens qui des fois sont dans des grands groupes où ils sont clairement dans la complexité, on leur demande d'être dans la complication, ça joue sur leur image d'eux-mêmes, tout ça. Et donc, de ce que je comprends de la problématique, c'est que une même personne peut être dans la complexité là où d'autres seraient dans la complication. Et donc ça veut dire que peut-être la tâche est de manière inhérente dans la complexité, ou des fois c'est juste cette personne-là n'arrive pas à transitionner le truc dans son modèle. Il n'y a pas de nature inhérente à la tâche. Il y a toujours une relation entre l'individu et une tâche. Non, ce que je veux dire, la tâche, je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que la tâche, je veux dire, on lui demande de faire des trucs qui relèvent la complexité, mais c'est impossible. Parce que cette tâche-là, elle va être dans la complexité pour tout le monde. Mais comment est-ce qu'on peut essayer de déterminer si c'est juste parce que cette personne est effectivement, tu vois, dans le fait qu'elle n'arrive pas à passer cette transition de la complexité à la complication par l'affinage de son propre modèle mental par l'itération, ou que ça lui prend trop de temps. Et à quel moment est-ce que la personne doit se dire,
je ne suis pas à ma place dans ce truc-là. C'est un peu à quel moment on est dans le principe de Peter, d'avoir été promu à un niveau où genre là, il n'est pas à sa place parce qu'elle n'arrive pas à faire ce truc-là, ou est-ce que c'est juste la tâche qui est comme ça et donc elle est ok de bullshiter tout le monde, comme tu le disais. Est-ce qu'il y a un moyen de se rendre compte tu vois ce que je veux dire? Je parlais d'un système pour lever une violence herméneutique, pas pour dénicher les escrocs. Non, déjà, même vis-à-vis de soi-même. Tu vois, genre, tu es dans une tâche, tu te sens pas compétent dans le truc, tu n'as pas l'impression que tu pourrais. Peut-être qu'à un moment, tu vas en sortir d'un coup, tu vas dire, ok, j'ai compris. Je pense qu'il y a un truc qui. Tu peux voir la maturité d'une relation vis-à-vis d'une problématique pour toi, pour ton groupe, et tu as aussi une maturité du marché. D'accord? C'est-à-dire ce qui se fait. Par exemple, vous avez probablement tous des téléphones et dedans il y a un appareil photo. 2002, premier appareil photo dans un téléphone Nokia. Quand Nokia fait son premier appareil photo, ils sont peut-être dans la complication, la complexité, c'est possible les deux. Je vais pas détailler. Quand ils sortent leur premier appareil photo, d'un seul coup, tous les concurrents, ils ont un problème qui est plus simple à régler en termes d'argent, mais qui est de la complexité qui est très claire. C'est reverse engineering, on est dans la complexité. D'accord ? Maintenant, aujourd'hui, si tout le monde a des appareils photo partout, c'est devenu de la clarté, c'est communalisé l'appareil photo. Si vous devez faire créer un appareil photo, vous allez dans la complexité, mais le marché il est dans la clarté. D'accord ? Et donc, la plupart du temps, tu vas acheter un module tout prêt. Tu vois ? Mais donc, en fait, tu as ça qui va se passer. Tu as la maturité du marché. Et la maturité du marché va te donner des possibles que tu n'as pas quand le marché n'a pas de maturité. Et en particulier dans tes questions d'apprentissage. C'est-à-dire que si tu sais que le marché est mature, ben, tu auras des formations, tu vas pouvoir avoir des choses qui vont t'aider à monter dans ta compétence et te poser des questions de si tu es fait pour ça ou pas. Si le marché n'est pas mature, ben, tu es dans la complexité tout seul et il n'y a pas de... Tu vois, et donc tu peux t'illusionner longtemps que tu vas y arriver ou jusqu'à ce que tu t'épuises et que tu en aies marre et que tu fasses autre chose. Mais il y a ce truc-là. Je réponds un peu à ta question? Bah oui, non, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le même niveau d'abstraction sur le côté de est-ce que l'organisation est dans ce côté-là ou est-ce que la personne a son rôle dans la tâche dans le grand groupe et a son rôle dans les rouages de l'organisation parce que cette tâche-là, elle la voit d'une manière complexe, mais peut-être que si on la remplace, il y a quelqu'un qui va plus vite arriver. C'est possible. Là. Mais comment, enfin oui, c'est même sûr, je pense, dans beaucoup de tâches, mais juste est-ce que tu as des frameworks pour essayer de peut-être, à part se dire, je fais une estimation, je vais au plus vite vers le truc, je mesure et j'affine ou... Moi, je ferais des expériences et j'aurais des discussions avec les personnes pour voir ces stratégies d'apprentissage, comment est-ce qu'on peut arriver à faire des choses. Tu vois, voir, essayer de voir si je peux avoir des personnes qui ont plus de compréhension du truc pour l'aider et de faire des choses comme ça. Mais encore une fois, ça va dépendre de si je peux observer des endroits où ils sont dans la complication ou la clarté. Ça va me donner des pistes de toi. Si le marché est dans la clarté et que moi dans mon organisation je suis dans la complexité, je sais qu'on peut faire mieux. Ouais. Tu vois. Mais si je n'ai pas d'exemple à l'extérieur, ça se trouve on peut pas faire mieux. Ouais. Tu vois. La question c'est qui est dans la confusion ici quelque part et de quel type de confusion il s'agit. Ouais. Peut-être. J'ai une question. Est-ce qu'il ne serait pas possible de cartographier d'une façon ou d'une autre où est-ce qu'on se situe dans une organisation sur notre façon de faire par rapport au marché? C'est très bougeant en fait. C'est des discussions qui méritent... c'est des discussions dont on parle. Donc ça mérite de se poser des questions. Mais c'est mouvant. C'est pas parce qu'on a dit qu'on est dans la complexité qu'on y est toujours. C'est pas parce qu'on a dit qu'on est dans la complication qu'on y est toujours. Ça se réinterroge régulièrement. Et surtout, ce qui peut vous pousser à vous réinterroger, c'est parce que vous avez une divergence entre ce que vous voulez obtenir et ce que vous avez obtenu. Et ça, souvent, c'est un défaut de modèle mental. D'accord ? Et donc, quand vous avez des défauts répétitifs dans vos actions, tout de suite, il faut se poser la question peut-être que ça va pas du tout. Quoi. Et du coup, peut-être qu'il faut que j'y termine mes modèles. Pour répondre à la question d'Edouard, je trouve qu'une des difficultés par rapport à ça, c'est que souvent, moi j'ai l'impression
sujet, notamment dans le dev, il y a une partie du marché qui est dans une confusion totale, et qui est plutôt dans une confusion de je ne sais pas que je suis dans la confusion, ou que je suis pas de je ne sais pas où je suis. Et du coup, c'est compliqué parce que c'est pas toujours évident d'aller justement, comme disait Olivier, trouver des exemples, parce que tu as des gens qui vont dire qu'ils font, mais quand tu vas creuser, ils font pas vraiment ce qu'ils racontent, ou ce qu'ils font, qui disent qu'ils marchent, n'a pas du tout les effets qu'ils racontent que ça a. C'est beaucoup le cas avec l'IA aujourd'hui. Les gens racontent énormément de trucs qu'ils font avec l'IA, et dès que tu creuses 5 minutes, ça fait absolument pas ce qu'ils disent, ils n'ont pas absolument pas du tout fait ce qu'ils disent qu'ils font. Du coup, c'est compliqué dans ce cas-là de se dire, ok, mais est-ce que moi je suis incompétent avec l'IA parce que j'y arrive pas, ou est-ce que. Et du coup, je pense qu'il y a une grosse difficulté pour nous, je sais pas, dans le milieu du business aussi, de l'administration des entreprises, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Tout le monde a des grandes théories sur ce qu'il faut faire, et du coup, c'est pas toujours évident de savoir est-ce que je suis incompétent parce que je suis pas au niveau où je voudrais être, ou est-ce que c'est ce que tout le monde raconte qui en fait n'est pas applicable de la manière dont je crois que c'est applicable. Oui. Il y a beaucoup d'états de confusion, en particulier vis-à-vis du pilotage du développement et du pilotage des développeurs. Il y a des corollaires à ce que je viens de dire. Vous voyez que dans la complexité, le goulot d'étranglement de la complexité, c'est pas la production, mais la connaissance. C'est le goulot d'étranglement, la connaissance, l'apprentissage. On rétrospecte pour apprendre. D'accord ? Et du coup, la plupart des gens et des organisations, eux, ils veulent optimiser la prod d'un artefact et ils n'optimisent pas du tout l'acquisition de la connaissance. Pour un développeur, par exemple, quand vous développez, il y a une expérience de pensée qui a sûrement déjà dû être faite ici. Alors, peut-être que certains la connaissent, c'est le fait de faire un dev pendant une semaine et de le perdre. Vous voyez, on fait un dev pendant une semaine, il marche, il est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Et dans l'expérience de pensée, on perd le dev et la semaine d'après, il faut recommencer. Et la question, c'est si je dois refaire exactement le même dev que la semaine dernière, combien de temps je mets maintenant pour le faire? D'accord? Et la plupart du temps, 2 jours, moins de temps. Avec les marges libres. Voilà, 2 jours. On est à 25% en général sur les différentes statistiques que j'avais vues, on est à 25% du temps initial. C'est-à-dire que 75%, c'était pas de la prod de la première semaine, c'était de l'apprentissage. D'accord? Maintenant, les 25% qui restent, c'est la vraie production. C'est quand on pisse du code. D'accord? Et donc, du coup, dans le temps de développement, la majorité du temps n'est pas dans la production du code, mais dans l'acquisition de la connaissance. Et donc, du coup, si je veux optimiser quelque chose dans le temps du dev, il faut que j'optimise la vitesse à laquelle mes devs acquièrent de la connaissance. D'où, par exemple, le travail à 2. Parce que travailler à 2 optimise la connaissance. La production, c'est que dalle, on s'en fout. Vous voyez ? Il y a tout un tas d'autres pratiques qui vont optimiser la connaissance. Mais comme dans l'intuition collective, on veut optimiser la production, on va avoir des choses qui vont rendre le système assez confus. Vous voyez ? En optimisant le truc qui n'a pas la valeur qu'on imagine. Parce que le modèle mental que les gens ont sur le dev n'est pas le bon. Et donc, répétitivement, ils font les mêmes erreurs. Et dans la plupart des organisations, on obtiendra exactement les mêmes types de résultats, les mêmes types d'organisation, parce que les gens ont un modèle mental qui n'est pas adapté. Et donc, ils sont là. On en est où? Il y a d'autres trucs que vous voulez qu'on explore? Une petite question. Sur l'agilité, en général, on parle aussi beaucoup de naviguer dans la complexité. Ouais. Mais là, j'ai l'impression quand même que la notion de complexité ici n'est pas exactement la même qu'on a d'habitude. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, dans l'agilité, il y a beaucoup de personnes dans l'agilité qui font une petite erreur dans l'histoire de la démarche itérative incrémentale. D'accord ? La démarche itérative incrémentale n'est pas la manière efficace de jouer ici. La rédaction d'un livre, par exemple. Tu vois, itératif incrémental, c'est-à-dire que je vais rajouter des choses et je vais faire des petits time slots. D'accord ?
bon, on va écrire un bouquin et on va s'arrêter toutes les semaines pour regarder ce qu'on a produit, d'accord, itératif, et incrémental, on va ne faire que rajouter des mots dans notre histoire. On n'édite pas, d'accord, parce que c'est pas incrémental. D'après vous, combien de temps on construit un bouquin et la qualité du bouquin? Vous voyez? En fait, pour écrire un bouquin, où on est plutôt là-dedans, il faut jeter. On édite. Il faut produire un truc pour le jeter. C'est ce qui va se passer. Parce que la production du code, ce n'est pas ça qui coûte, c'était l'apprentissage. Et donc on va optimiser l'apprentissage. Et pour apprendre, des fois le plus simple, c'est de produire un truc qu'on sait qu'on va jeter pour de vrai, pour produire un autre truc qu'on sait qu'on va jeter, et ainsi de suite, précisément jusqu'à ce qu'on se dise, ah, ce truc c'est là-bas, on va le garder. D'accord? Et plus vite on fait ça, plus vite on va converger, plutôt que de réfléchir de trop, ou de vouloir faire de l'incrémental et de ne pas vouloir éditer ou jeter des choses. D'accord? Donc en fait, si ici on veut utiliser des méthodes de GT, ça marche très bien. Enfin, je veux dire, mais si on ne veut pas jeter de choses et qu'on veut rester dans l'incrémental et des trucs comme ça, en fait, on reste là-bas, en fait. Et donc on reste dans la confusion. Ici, c'est l'univers où on va jeter nos modèles mentaux et on va faire des choses pour apprendre à affiner nos modèles mentaux. Et donc c'est vraiment intrinsèquement lié au fait qu'on jette des trucs. D'accord? En fait, c'est cette acceptation de jeter qu'il faut avoir. Ouais. L'objectif n'étant au final pas de jeter. Non. L'objectif, c'est pas de jeter, mais il va falloir le faire. En fait, je pense que c'est, moi j'allais dire, en fait, tu veux commencer avec l'esprit de dire je vais jeter, et en fait, tu devrais même te forcer à jeter avant de passer en production. Alors, moi, c'est une pratique qu'on avait à Shopify, où en fait, systématiquement, un projet a une phase de prototypage. Tu prototypes exactement ce que tu as dit. Tu prototypes, tu jettes, du moins tu fais pas attention, tu passes à autre chose, tu apprends, et à un moment tu dis c'est bon, j'ai mon design, et je build. Et le build, le build, ben, c'est une balade, c'est exactement ce que tu dis, c'est une mécanique qu'on déroule. Parce qu'en fait, on a figuré tous les unknown, enfin, le plus c'est ça, on a un modèle mental plus adapté. Exactement. Parce que en fait, je pense que le risque qu'on a en développeur, c'est justement, oh putain, j'ai une idée, et j'y vais. Et puis après, t'es dans un tunnel, en fait. T'es engagé dans un tunnel et t'es là. Ah, qu'est-ce que je fais? Putain, j'ai dit que c'était 5 points, j'en ai à 4,5. Et tu fais tu te fais toute la nuit là, pour livrer ton machin, et en fait, tu livres quelque chose qui est probablement pas optimal. Alors qu'en fait, si tu avais fait toute cette phase d'exploration, moi je suis à 200% de ce que tu dis, et en fait, si tu fais cette phase d'exploration en amont, en fait, tu découvres, ok, 1 point, 2 points, 3 points, tu passes du temps à découvrir, et après, l'implémentation, c'est trivial en fait. Oui. Non, on ne te les donne pas ces points-là souvent. En tant que développeur, on ne te les donne pas ces points-là souvent. Ouais, et de toute façon, manager. Et de toute façon, mais même, de toute façon, on s'en fout, 5 points, c'était une situation, ça en fera 10, ça en fera 10. Hein. Je veux dire, Non, mais je pense que c'est ça, je fais pas toi, c'est une vraie culture. Je pense que c'est un changement culturel et c'est faire comprendre aux gens que c'est important en fait. Et même des devs qui ne veulent pas en fait, jeter leur code, c'est mon précieux code. Je sais, ça vous arrive pas quand vous explorez de mettre des trucs en commentaire plutôt que de les supprimer? Je sais pas. Ouais, si, non, mais bien sûr. Voilà. J'ai l'impression dans la zone de la complexité, ça peut être utile d'être dans un état d'esprit de jeu, justement. Un jeu, en général, c'est pour de faux, on jette à la fin, on remet dans la boîte, et tu es dans cet état d'esprit de créativité. C'est John Cleese qui en parle pas mal, le mec des Monty Python, le grand, qui fait le ministère des marches bizarroïdes. C'est intéressant ce qu'il y a. Il parle beaucoup de la créativité parce qu'il travaille à créer des sketchs et machin. Dans la créativité, c'est l'une des caractéristiques dans lesquelles la connaissance est le goulot d'étranglement du système et pas la production. C'est ce qui caractérise la créativité. Enfin, voilà. Et il n'y a pas de. C'est pas une relation de bien ou c'est pas bien d'être créatif ou pas créatif. Il y a des activités qui sont faiblement créatives. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur, blablabla. Et des activités sont créatives. Donc, quand on est dans une activité créative, le goulot d'apprentissage, le goulot de production, c'est l'apprentissage. Et donc, du coup, il faut s'organiser pour qu'on le prenne en compte. Et donc,
avoir des choses qui sont probablement contre-intuitives, parce que c'est ça qui va optimiser le temps en général du procédé. Genre faire des pauses, par exemple. Plein de trucs, jeter son code, plein de trucs. Travailler à plusieurs, faire du binomage, faire de l'ensemble programming. Tous ces trucs-là vont optimiser l'apprentissage. Donc, c'est une valeur. Ouais. Quand on itère dans la complexité, est-ce que le framework propose des sortes de métriques pour se poser la question et savoir si on avance réellement d'une boucle à une autre pour éviter de tourner en rond sans avancer? Non, il n'y a rien qui est proposé et tu ne feras pas que tu n'es pas sûr d'avancer. Tu n'es pas sûr de sortir. Et tu pourras reconnaître, quand tu seras sorti, tu sauras. Ouais, en rapport avec ce que tu viens de dire, quand tu seras sorti, tu sauras. Est-ce que tu as des règles ou des astuces ou des questions à se poser tout simplement pour ne pas être dans la confusion et être bien sûr de son choix quand on va appliquer une méthode en pensant qu'on est dans la complexité ou dans la complication? Est-ce que, enfin... Alors... J'ai l'impression qu'il y a certaines zones, une espèce de zone grise qui va être différente selon la tâche sur chacun, où ça peut être assez facile de se planter entre l'un ou l'autre. Oui. Pour reprendre, je vais juste affiner un peu la réponse que j'ai faite. Une des méthodes qu'on a développées depuis assez longtemps en tant qu'être humain pour gérer la complexité, c'est tous les systèmes de recherche expérimentale avec formulation d'une hypothèse, expérience, bilantage de l'expérience et reconstruction d'un modèle mental, reformulation d'une nouvelle hypothèse et on va itérer autour de ça. Ça ne te donne pas de garantie que tu vas faire ce truc 10 fois et tu seras dehors, mais ça te permet en tout cas de voir ta progression d'apprentissage. Du coup, comme je viens pas poser ta question. Juste, là, j'ai l'impression qu'en fait, si on prend juste la moitié du haut, il y a une grosse zone quand même où on peut être dans la confusion. Et est-ce que tu as des astuces ou des questions à se poser pour être sûr qu'on est bien dans la complication, dans la complexité, nous-mêmes déjà, ou même, et après, par extension, l'organisation? En fait, il y a vraiment, la confusion est très liée, en tout cas dans mon expérience, la confusion est très liée avec de la souffrance. D'accord. C'est-à-dire, tu essaies de faire quelque chose, ça ne marche pas, ça fait mal, les gens sont pas contents, il y a un truc qui se passe, tu vois. Ouais. Et du coup, la question c'est plus, quand ça se produit, c'est un trigger. Est-ce qu'on serait pas en train de s'y prendre, toi? Et peut-être que pas, ou peut-être, tu vois. Mais en tout cas, ça vaut le coup de se poser la question. Ouais. Mais ça, c'est rétrospectif. C'est ce que tu voulais dire par le côté de à gauche, il n'y a pas de sens a priori. Ouais. C'est que tu es obligé de n'avoir du sens qu'à posteriori, tu es obligé de t'être planté, entre guillemets, pour pouvoir comprendre que en fait, tu n'étais pas dans la complication, tu étais dans la complexité. Quoi. Ouais. Et tu peux être dans la complication et échouer parce que ton modèle mental, en fait, il n'est pas adapté. Et du coup, peut-être que tu vas vouloir affiner et ça échoue, et tu te dis, on n'est peut-être pas là où on pense être. Tu vois. Il n'y a pas un truc avant pour dire cette tâche-là, je sais que je suis pas assez compétent et que mon boulot d'étranglement, c'est la connaissance. Et je connais pas de truc très précis là-dedans. D'accord, ok. Surtout que tu es toujours face à l'illusion de savoir ou l'envie de trouver le bon découpage. Vas-y. Pour moi, un bout de la réponse par rapport à la question d'Edouard, c'est un truc à mon avis on ne fait pas assez souvent. Moi, je l'ai appris par le bayésianisme. C'est que je disais tout à l'heure, c'est de faire des hypothèses. Souvent, en fait, on croit qu'on sait, on fait des choses et on n'analyse pas vraiment a posteriori. C'est-à-dire qu'on tire des semi-conclusions déjà prévues à l'avance. Enfin, on ne fait pas vraiment ce travail de je pense qu'il va se passer ça et après je regarde est-ce qu'il s'est passé ce que je pensais. Et en fait, je pense qu'une partie de ce travail-là, c'est parce que si on fait des prédictions et qu'on se tient à analyser des résultats à la lumière des prédictions qu'on a vraiment faites, pas celles qu'on a recalculées dans notre tête pour se retomber sur ses pattes, mais je pensais que ça prendrait 2 semaines et ça me prend 4 semaines et demie, ouais, c'est à peu près ce que je pensais. Non, tu t'es planté, et c'est quand tu vois que tes prédictions marchent, que tu sais que tu as un modèle mental et que tu es dans la complication parce que tu es en train de faire des prédictions qui tiennent la route, même avec des marges d'erreur, tu vois. Alors que quand tu fais des prédictions et que tu tombes complètement à côté, je vais architecturer comme ça va être plus rapide, ça n'est pas du tout le cas, personne n'arrive à le mettre en œuvre. Et c'est là où on est, quand tes prédictions ne marchent pas du tout,
c'est un alerte pour dire ok, j'ai pas un modèle qui est en train de produire des résultats effectifs. Ouais. Dans l'idée de l'expérience, c'est d'avoir une description de l'attendu assez précis pour ne pas s'illusionner et se mentir à soi-même. C'est très facile de se mentir à soi-même et d'être complaisant avec nos idées. Ça demande un peu de discipline de faire ça. Et après, il y a... Là, on revient autour des questions de management. Il y a tout un tas d'enjeux derrière, de sécurité psychologique, qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. Le fait qu'on va itérer, qu'on va jeter, le fait que quelqu'un puisse dire je suis dans la complexité et que ce soit safe pour lui, et qu'il n'y ait pas des critiques parce que tout le monde voudrait qu'on soit dans la complication et ainsi de suite. Vous voyez, il y a tout ce type de trucs. Si on n'est pas, les conditions ne sont pas réunies, en fait, les gens vont se pipoter pour se protéger, en fait. Et du coup, il y a tout un tas de choses qui vont se produire malgré tout, même si on peut poser les questions, même si, parce que en fait, les conditions ne sont pas là pour que les gens puissent dire vraiment quand ils n'ont pas de sens a priori. Et pour un ingénieur, ne pas avoir de sens a priori, c'est dur. Oui. Donc en fait, s'il n'y a pas un endroit qui est vraiment safe pour qu'on puisse poser ce truc-là, ça va être difficile de faire ça. L'endroit safe, c'est pas forcément dans l'organisation. Tu parlais de thérapie tout à l'heure, c'est littéralement, normalement, un endroit safe pour parler de problèmes qui sont extérieurs à la thérapie, en tout cas à la pièce de la thérapie, dans le cadre de ressenti de la souffrance qui semble être de la confusion dans ton organisation. Rien ne t'interdit d'aller te tourner vers quelqu'un qui te coach, qui te mentore, parce que c'est un œil extérieur et tu peux avoir ce cadre safe parce que tu n'es pas en présence de l'organisation. Oui. Et c'est vrai que comme je fais beaucoup de formations aux managers dans les entreprises, ainsi de suite, je m'adresse à eux en les invitant à créer un cadre dans lequel leurs équipes arrivent à parler de ce type de choses, arrivent à parler de la difficulté qui puisse être dans la complexité, et ainsi de suite, et que ce soit jouable de la même manière. On a fait une estimation, l'estimation est foireuse, super, on va apprendre un truc, quoi. Et on peut célébrer le fait qu'on est en train d'apprendre un truc, qu'on va affiner nos modèles mentaux et que ça fait partie du game, ce truc, et que c'est pas ah oui, purée, on est en retard de 2 jours, c'est un peu chiant pour la livraison, et ainsi de suite. Dès qu'on va rentrer là-dedans, en fait, on va créer un pathos supplémentaire qui va empêcher les apprentissages, qui va favoriser le fait de se picoter les uns les autres, et du coup, on sort du cadre qui va être bénéfique pour le groupe. Donc c'est vraiment des vigilances permanentes pour avoir un cadre qui permette de fonctionner. Et ça dépend vachement aussi du type d'organisation dans lequel on est. Bien sûr. Toujours pareil, c'est comme, je prends un exemple tout bête, les Debian qui sort une version concentrée. Ils peuvent avoir cette approche de on s'en fout, on veut juste un truc parfait, donc on s'en fout du temps qu'on va prendre pour le faire. Oui. On sait notre objectif. Oui. On sait juste où on veut aller, on ne se met pas d'impératif supplémentaire. Ouais. A contrario, on va avoir des endroits où c'est non, on s'est engagé à dire c'est telle date, et donc du coup, même si in fine le fait de jeter peut être plus rapide, il faut que toute l'organisation soit au fait de ce truc-là et l'accepte. C'est difficile à justifier des fois. Voilà, et donc là, à ces moments-là, je vais avoir deux stratégies différentes. Soit, et c'est ce que je fais toujours, je discute, j'explique la nature du développement, j'essaie de mettre en contact le fait que quand dans mes équipes les développeurs travaillent par deux ou qui font du mob, en fait c'est efficace, même s'ils ont l'impression qu'ils dépensent beaucoup plus d'argent, et ainsi de suite, qu'on va jeter du code, et c'est pas grave parce qu'on est en train d'apprendre, et ainsi de suite, tous ces trucs-là je vais expliquer. Et des fois, ça passe pas. D'accord ? Et donc là je change de stratégie, je continue à le faire. Voilà. Et j'explique plus et je le cache. D'accord ? Et du coup, on a des enjeux à tenir. Et là, pour le coup, c'est moi qui vais gérer la pression vis-à-vis des enjeux. Mais je vais laisser le cadre au niveau des
développeur sous pression va faire de la merde. Un manager peut être sous pression, c'est pas très gênant. Non mais la pression opérationnelle va empêcher l'activation de la créativité en fait. On sort de la capacité à programmer et à apprendre dans ces conditions. Donc en fait, je peux mettre les équipes en contact avec des enjeux, mais je fais attention à ce que ça ne rentre pas dans le côté de pression. Et je vais essayer de limiter au maximum. Et il y a des endroits où, par exemple, le binomage, à chaque fois, les gens se prennent des remarques parce que c'est binôme et que c'est pas rentable. Le télétravail, c'est le bon moment pour le faire. Personne n'est quoi plus avant. Et il y a plein de fois où je fais ce genre d'astuce parce qu'en fait, moi je suis payé pour faire fonctionner des équipes, pour optimiser le développement. Que les gens qui me payent le comprennent ou qu'ils ne le comprennent pas, mon boulot c'est de le faire. J'ai une question. Ouais. Dans cette phase de R&D, après ça peut être un peu tout le temps, un peu selon les moments, mais du coup si on utilise d'autres méthodologies, un peu type Scrum, où du coup on estime les tickets pour avoir de la prédictabilité, etc. Parce que finalement dans une phase d'amorçage d'un projet par exemple, on va faire pendant le temps qu'il faut, un mois, 2 mois, on fait de la R&D, on teste des trucs et on voit à la fin ce qu'on garde comme techno. Est-ce que finalement ce truc d'estimer, d'essayer d'avoir un peu de prédictibilité, etc., est-ce que c'est complètement acheté? Parce que ça sert à rien. On n'estime pas pour la prédictibilité. Non. On estime pour optimiser l'apprentissage. Oui, mais il y a quand même un truc aussi où tu vas dire. Pour moi, c'est du time boxing que tu veux faire. C'est-à-dire que tu veux dire, ok, je pense que cette tâche-là, on ne veut pas collectivement, on pense qu'on ne veut pas y passer plus de X jours. Mais là, je dirais un jour en fait. Tu vois. Ça c'est une chose que effectivement on peut faire pour l'inconnu, ce genre de choses. Et d'y revenir plus régulièrement. Mais ce que je veux dire, en fait, décider d'utiliser Scrum ou n'importe quelle méthode ne te dit pas. Ne te répond à rien de tout ça. D'accord. Oui, en revanche, la question sous-jacente était est-ce que par exemple quand tu es dans la complexité, les frameworks comme Scrum sont adaptés C'est une composante de feedback, je dirais, c'est de rétrospection. En fait, tu sais, je vois un nombre incroyable d'équipes qui font du Scrum et qui le font, dans lesquelles ils font des démos, mais il n'y a pas de feedback et donc du coup ça ne remet pas en cause quoi que ce soit. Ils font des délits qui servent à rien, des rétros. On voulait développer avec un pote un système avec des IA pour faire des rétros entre les IA, histoire d'optimiser le temps des devs. Parce que de toute façon, ils finissent à la fin par prendre des actions où ils redécouvriront la prochaine rétrospective qui ne vont rien faire entre. Et donc, du coup, tu fais des IA qui génèrent une liste d'actions à la con qu'on va mettre dans un coin et puis ça vit dans son coin. Le nombre de. Pareil pour les démos, pareil pour les délits, enfin, je veux dire, il y a un nombre incalculable de choses. Et donc, du coup, dire qu'on fait du Scrum n'est pas suffisant pour moi. Il faut observer. Et Scrum permet de piloter des trucs qui seraient par là. Mais c'est pas Scrum qui va te le faire. C'est ta conscience de ce que tu es en train de faire qui va faire que tu vas piloter ce truc-là. Donc tu peux suivre Scrum parfaitement et tu vas rien piloter, tu vas rien apprendre, tu vas rien faire. Donc c'est un peu plus compliqué. Après, tu peux t'organiser pour que Scrum te permette de piloter ça. Mais c'est pas juste toi. C'est vraiment une conscience du groupe. Tu vois, ne serait-ce que tu vois, un daily fondamental, s'il n'y a pas de réaffectation de tâches pendant un daily, probablement votre daily ne sert à rien. Si la démo n'est pas le moment de rétrospecter pour décider qu'on va jeter ça, qu'on va partir ailleurs et qu'on va faire des trucs, ainsi de suite, c'est probablement que vous êtes, tu vois, on n'est pas en train de faire les bons trucs. Et
question, c'est à quelle vitesse on peut faire un truc à rétrospecter, et du coup, on va essayer d'optimiser ce temps-là. D'accord ? Mais l'idée, c'est d'optimiser ce temps-là, c'est-à-dire d'essayer de le réduire, pour rétrospecter plus vite, pour apprendre plus vite, et pour essayer d'avoir un espoir de sortir plus vite vers la définition. Dernière question. Eh bien, il n'y aura pas de dernière question. À table